Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Et je veux être un dirigeant d'entreprise, mais pas dirigeant au terme de diriger. C'est accompagner, aider, écouter. Et ça, c'est... je kiffe grave chaque matin quand je me lève. C'est ça ma réussite. J'adore ce que je fais. Vraiment. Il y a quelque temps, une fée a mis Antoine Blondel sur notre chemin. Antoine a la particularité d'exercer deux métiers qui ont beaucoup de sens. Il est à la fois agriculteur et dirigeant d'une entreprise de services à domicile pour personnes âgées ou en situation de handicap. Ce qui rend Antoine si spécial à nos yeux, c'est qu'il fait partie de ces dirigeants qui ont radicalement changé le fonctionnement de leur entreprise pour la rendre humaine, tout simplement. Dans cet épisode, Antoine nous parle de ce cheminement qu'il a fait évoluer personnellement et professionnellement, d'autonomie des équipes, de confiance, de transparence et d'exemplarité. Vous entendrez la colère, son carburant, celle qui l'anime encore aujourd'hui quand il parle de la façon dont la plupart des entreprises fonctionnent. Comme moi, sans doute, vous serez frappé par l'alignement qui se dégage des propos d'Antoine, qui a su remettre du sens et du bon sens là où il n'y en avait plus. C'est donc possible. Je suis très heureuse de partager cette conversation avec vous et vous souhaite une belle rencontre avec Antoine Blondel. Bonne écoute. Antoine Blondel, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous. Dans votre bureau à Rouen. Oui. Nous sommes chez Adapt Service. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Adapt Service est une entreprise de maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes en position de handicap. Voilà, notre métier, c'est d'accompagner ces gens qui sont dépendants, qui sont seuls, qui souffrent, qui sont malades, qui sont handicapés, pour leur permettre de rester à domicile. Donc c'est un accompagnement administratif, humain, alors pas trop administratif pour le coup, on est dans l'accompagnement à la vie quotidienne. On n'est pas dans le soin. Le soin, ce sont nos amis les infirmières souvent et aides-soignantes. Nous, on est dans l'accompagnement à la vie quotidienne, l'aide à la toilette, l'aide au repas, l'aide aux travaux ménagers, même si c'est pas trop notre tasse de thé, mais il faut quand même le faire. Et puis surtout l'aide à la vie, à faire en sorte que les gens vivent et n'est pas simplement des actes de survie. Repas, toilette, ménage, vous vivez pas avec ça, vous survivez. On a des auxiliaires de vie qui portent très très bien leur nom, et donc nous on a remis au goût du jour ce qu'on appelle les projets de vie, c'est faire en sorte que Alexandre, 18 ans, ex-motard tétraplégique suite à un accident, puisse aller à un concert de rock au Zénith de Rouen. C'est ça aussi le métier d'auxiliaire de vie. Vous employez combien d'auxiliaires de vie ? Donc aujourd'hui, il y a à peu près 80 auxiliaires de vie qui sont sur l'ensemble de la métropole de Rouen. C'est un réseau, Adapt Service ? Alors oui, Adapt Service est un réseau de franchise, l'un des plus importants en tous les cas dans l'aide spécialisée des personnes handicapées et âgées. Il y a 170 centres en France. Oui. Vous êtes là depuis longtemps, ce poste-là ? Non, je suis là, je vais bientôt fêter mes 6 ans de présence dans l'entreprise. Cette entreprise a 13 ans d'âge, elle a été vendue il y a 6 ans, elle m'a été vendue il y a 6 ans. Ça fait très peu de temps que je suis dans ce métier, mais qui fait beaucoup de sens pour moi. Auparavant, vous étiez dans quel Alors métier ? Auparavant, j'étais exploitant agricole, je fête ma 30e année d'agriculture cette année. Waouh ! Et je suis toujours, merci, et je suis toujours agriculteur. En fait, je suis resté agriculteur. Je me suis organisé, parce qu'évidemment, je suis plus sur mon tracteur. Mais être agriculteur, c'est pas simplement être sur un tracteur. Donc, je suis agriculteur et responsable de cette entreprise de service à la personne. Voilà.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment on passe du métier d'agriculteur à ce métier d'aide à la personne? Ça fait sens pour vous, je comprends. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Non, c'est pas du tout indiscret. En fait, j'ai suivi un séminaire il y a 6 ans, 7 ans, qui était organisé par l'une de vos consoeurs. Le sujet, c'était: que voulez-vous faire de vos 20 prochaines années? Et je me suis inscrit très très rapidement à cette formation. À 45 ans, pour beaucoup de gens, maintenant je m'en rends compte en les questionnant, il y a une espèce de bascule, première moitié de vie professionnelle et deuxième moitié de vie. Est-ce que je suis bien à ma place? La consultante qui animait le séminaire m'a dit: Antoine, est-ce que tu as choisi ce métier d'agriculteur? C'était une question choc qui m'a bouleversé en fait, parce que toute ma famille est dans l'agriculture, mes frères, mes cousins, mes 4 grands-parents, et peut-être pas tant que ça finalement. Je regrette rien du tout, parce que j'aurais pu arrêter mon métier d'agriculteur, je regrette rien du tout, mais est-ce que c'est Antoine qui a choisi ce métier? Pas sûr. Voilà, donc une prise de conscience, et la consultante me dit: Antoine, je sais pas ce que tu dois faire, bien sûr, mais je t'invite à faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de regrets à 65 ans de pas avoir fait ce qu'ils auraient voulu faire de leur vie professionnelle. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit: mais alors, est-ce que je vais pleurnicher à 65 ans ou est-ce que je passe à l'action maintenant? J'ai décidé de passer à l'action, et donc j'ai racheté cette entreprise complètement par hasard. Je me suis rapproché du CRA, qui est une association nationale de cédants et repreneurs d'activités, et qui m'a fait voir un listing d'entreprises à céder. Et je me suis arrêté vraiment sur cette activité qui m'a vraiment parlé beaucoup. Je fais 2 métiers qui ont beaucoup de sens: nourrir modestement mes concitoyens et les aider à mieux vieillir chez eux. Je sais pourquoi je me lève le matin, pas de problème. Mes yeux tombent sur une affiche dans votre bureau qui dit: l'intelligence collective est toujours supérieure à la mienne, avec des guillemets. Qui a dit ça? Donc j'ai mis ça dans la salle de réunion, mais aussi dans mon bureau. Moi j'ai toujours rêvé d'être un chef d'entreprise, donc je me suis retrouvé finalement à la tête d'une pyramide hiérarchique traditionnelle que beaucoup de gens connaissent dans le monde professionnel. Et je me suis rendu compte que tout ça n'avait pas beaucoup de sens en fait. Que d'abord cette représentation de faire en sorte que des gens soient supérieurs aux autres. Il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle. Enfin, c'est plus du tout ok pour moi. Comment peut-on être supérieur aux autres? Enfin, c'est pas Dieu le Père qui est en train de vous parler au micro aujourd'hui. C'est juste Antoine Blondel, et cette représentation de faire en sorte qu'il y a des gens qui soient au-dessus des autres me convient absolument pas. Et puis, sur ces 30 années d'agriculture, j'ai été plus réactif tout le temps, parce que j'ai une exploitation agricole qui est assez simple. J'ai pas d'élevage, donc c'est assez... Et donc, j'ai été plus réactif, j'ai été salarié toute ma vie, avant d'être à la tête de cette entreprise. Donc, les échelons de la pyramide, je les connais par cœur. Et combien de fois un N+1 m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, alors qu'il savait pas du tout ce qui se passait sur le terrain. Et je me suis dit, mais quelle erreur, quelle stupidité voilà. Et donc je dis: si un jour je suis à la tête d'une entreprise, je vais faire en sorte que partir du postulat que seuls les gens qui font savent, voilà, et que bien souvent ce sont les gens du terrain qui créent la richesse et pas tellement les gens dans les bureaux. Bien sûr, les gens dans les bureaux sont importants, ils apportent une expertise, une expérience, mais remettre un peu de bon sens, c'est peut-être le bon sens paysan, je sais pas, mais en tous les cas, remettre du bon sens et faire en sorte que les gens du terrain qui créent la richesse et qui permet à tous les gens au-dessus de la pyramide d'être payés à la fin du mois, qu'on fasse en sorte au moins de pas leur compliquer la vie, et même on devrait tous les matins faire en sorte de leur simplifier la vie. Et oui, moi j'étais le champion du monde, alors je vais le dire avec beaucoup d'humilité, j'étais le champion du monde de trouver des solutions à tout le monde, parce que je pensais qu'un dirigeant c'était sa fonction principale. Et très vite j'ai compris que les solutions que j'apportais étaient complètement décalées par rapport à la réalité, puisque je ne fais pas ce métier d'auxiliaire de vie, je ne suis pas sur le terrain, j'ai pas été formé à ça. Et puis, ma consultante adorée m'a dit: tu sais Antoine, des gens comme toi, on devrait les enfermer. Parce que apporter des solutions à des problèmes qui sont pas les tiens, ça renvoie à l'autre qu'il n'a pas de cerveau. Et c'est juste insupportable en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le monde du travail, on a des gens qui sont morts-vivants, qui se rendent au travail tous les matins dans le métro parisien et qui se demandent pourquoi d'ailleurs. Donc là l'idée c'est de dire: arrêtons d'infantiliser, faisons confiance. Donc les maîtres mots de cette entreprise, c'est la confiance, la transparence, l'exemplarité aussi. Je crois beaucoup à l'exemplarité, ce qui nous manque un peu dans le monde politique.
et de faire en sorte qu'on se fait tous confiance et que les gens du terrain savent et qu'elles aient le pouvoir de prendre leur carrière en main et de décider sans une hiérarchie. Ouais. Comment ça se concrétise, ça ? Vous pourriez me donner un exemple ? Alors nous, on est dans un métier extrêmement difficile. Le métier d'auxiliaire de vie, on a touché le fond. Vraiment, alors il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a touché le fond, on descendra pas plus bas. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, vraiment. L'idée, c'est d'avoir recréé des petites entités, des petites équipes d'auxiliaires de vie, de 4 à 10 personnes. En fait, je vais pas parler beaucoup anglais, mais des business units, voilà, qui puissent s'auto-gérer. Je crois que c'est une des solutions. Ouais. Okay. Donc travailler en équipe, recréer un espace de solidarité, de bienveillance. C'est pas facile de travailler en équipe et avec beaucoup de pouvoir. Donc ici, dans cette entreprise, l'équipe d'auxiliaire de vie a tout pouvoir. Arrêter un contrat, embaucher quelqu'un, augmenter un contrat, de décider leur congé, de décider leur absence, à condition de respecter 3 règles. 1, respecter les attentes des clients, parce que c'est juste notre métier de service. 2, respecter la loi et le code du travail. Et 3, respecter l'équilibre économique. Je passe pas mon temps à faire des budgets dans cette entreprise. Par contre, je passe mon temps à faire des comptes de résultats, équipe par équipe. Voilà, mesdames, ce que vous avez coûté aujourd'hui, ce mois-ci. Voilà ce que vous avez rapporté. Il n'y a aucune compétition, aucun objectif, aucun challenge, puisqu'on est dans le médico-social. Mais c'est avoir la donnée économique, c'est être responsable. Vous pouvez pas décider ce mois-ci de changer de voiture si vous n'avez pas regardé votre compte bancaire. C'est pas, et tout ça, en fait, tout le monde le comprend très bien. Et dans l'entreprise, il y a une espèce d'opacité avec ça. Donc là, il y a transparence des salaires, transparence des charges sociales patronales, transparence des indemnités de déplacement. Et ça serait bien si on pouvait mieux s'organiser dans nos plannings, ça baisserait les indemnités de déplacement et finalement peut-être que mon organisation pourrait me rémunérer davantage. Ok, c'est du gagnant-gagnant, mais c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est pas tellement prendre des responsabilités, c'est assumer ces responsabilités. Je m'oppose au fait que ces organisations libérées, libérantes, vivantes, ça soit plus de responsabilités, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir des responsabilités. Par contre, je suis très exigeant sur le fait que les gens assument leurs responsabilités. Et c'est un peu le mal du siècle. Mais c'est de notre faute, dirigeants, parce qu'avec notre modèle de pyramide hiérarchique, on a fait en sorte que les gens ne prennent plus de responsabilités, puisqu'on pense pour eux, on réfléchit pour eux, on trouve des solutions pour eux. On a des comportements infantilisants. Il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner parce que tous ces gens-là sont des adultes. Ils m'ont pas attendu pour être adultes. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont acheté un appartement, ils ont mis des enfants à l'école privée, ils ont acheté une voiture. Ils sont très adultes en fait. Et qu'est-ce qui fait que dans le monde du travail on devient des bébés ? C'est de la faute de la hiérarchie, c'est pas de la faute des gens du terrain. Vous êtes investi dans un collectif. Est-ce que vous avez envie de nous en parler ? Oui, je veux bien. On s'est reconnu à 5-6 dirigeants de services à domicile. On a fait plein de choses dans nos sociétés respectives, beaucoup sur ce modèle d'équipe autonome. Et on s'est très vite rendu compte que si on n'était que tous les 6 sur les 7000 services à domicile en France, on n'allait pas changer la donne. Et que nous, on croit beaucoup à la fable du colibri. Il y a des grands incendies partout sur la planète, mais nous, on va faire notre part. Et donc, on a décidé de se mettre ensemble pour essayer d'embarquer d'autres confrères avec une posture très, très basse. On n'est pas des donneurs de leçons. Par contre, on est des faiseux. Voilà, je suis un paysan, c'est normal que je parle comme ça, mais de dire, voilà, nous, on partage ce qu'on a fait. On l'a fait. Peut-être vous allez le faire différemment, mais on a pris conscience que plus on serait nombreux à basculer dans ces nouveaux modèles de management, plus on changera la donne dans ce métier. Et finalement, on va s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, on est en vrai déficit de recrutement d'auxiliaires de vie. Mais c'est normal, c'est pas de la faute des auxiliaires de vie. C'était à nous de balayer devant notre porte. Et plus on embarquera nos confrères, plus on va apporter de la reconnaissance à ce métier et moins on aura de problèmes de recrutement. Et surtout, plus on répondra aux attentes de nos concitoyens qui vieillissent à vitesse grand V et qui veulent rester à domicile. Donc le collectif est très important pour moi parce que on accompagne des structures tous les mois, suivant des parcours qui durent 1 an, parce que toutes ces démarches de transformation organisationnelle, nous on prône le fait que ça soit lent et volontaire.
Voilà, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser, on l'arrache. Donc il faut que ça soit volontaire et c'est long. Le cerveau humain n'est pas une carte SD et ça demande beaucoup de chemin personnel. Et c'est en ça que ça me réjouit beaucoup de faire partie de ce collectif pour accompagner des structures. Et encore une fois, l'idée c'est pas de faire du business, c'est pas voilà. Et on s'entoure de gens professionnels du coaching et de l'accompagnement parce que tous ces gens-là ont évidemment besoin d'aide pour faire leur chemin de transformation individuelle. Ouais. Ça s'appelle l'humain d'abord, c'est ça, le collectif l'humain d'abord, parce que l'humain d'abord tout seul, ça fait très parti communiste, parce que c'est le slogan du parti communiste, donc on s'est appelé le collectif, non, on fait pas de politique, on s'est appelé le collectif l'humain d'abord. D'inspiration Buurtzorg, qui est une magnifique association néerlandaise, extrêmement impressionnante. J'encourage tout le monde à aller voir cette organisation qui est redoutable. 15 000 personnes sur le terrain, 50 personnes dans les bureaux. 15 000 pour 50. J'ai été voir ces gens, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à mettre en place. 8e année consécutive, meilleure entreprise du pays. Ah oui. Ouais, 8e année consécutive, 30% d'économie pour la sécurité sociale, parce qu'ils sont dans le soin et dans l'accompagnement à domicile, 25% d'hospitalisation en moins. C'est juste magique de faire confiance aux gens du terrain. Voilà. Pour ceux qui ont lu Frédéric Laloux, effectivement, il en parle très bien dans son livre Reinventing Organization. On mettra tous ces liens dans les références de l'épisode. Absolument. On a bien demandé à nos invités ce que signifie pour eux le mot réussite. La réussite pour moi, c'est c'est d'être à la tête. Alors à la tête, pour le coup, ça fait très pyramidal, mais d'être le leader d'une organisation, d'une belle organisation. Et pas d'une grosse organisation, et pas d'une organisation qui fait davantage de chiffre d'affaires tous les ans. Moi, j'ai préféré grandir que grossir. Depuis 6 ans, tous mes confrères ont décuplé leur chiffre d'affaires. Pas moi. Pas moi, parce qu'on était dans un modèle qui était extrêmement malveillant, qui créait de la souffrance au travail. On parlait même pas de qualité de vie au travail, c'était juste insupportable. Et j'ai très vite compris que c'était pas ça qui m'animait. Moi, je voulais avoir une belle entreprise. Alors, bien sûr, on va me prendre pour un utopiste ou un doux rêveur, mais faire en sorte que les salariés de cette organisation se lèvent avec un sourire le matin, soient écoutés, mais vraiment écoutés, qu'on arrête ces mascarades comme dans beaucoup d'entreprises où on joue des pièces de théâtre, où on n'ose pas dire à son N+1 ou N+2 ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment. Moi, j'ai invité toutes mes collaboratrices à être elles-mêmes. Voilà. Et bien sûr, il y a des règles. On se dit les choses avec bienveillance, avec respect, mais on se dit les choses. On nous a fait croire pendant des années que sa vie privée, sa vie professionnelle, il y avait une espèce de mur, de barrière, on n'était pas les mêmes, mais évidemment qu'on est les mêmes. Évidemment que nous sommes les mêmes et il y a cette transparence qui fait que il faut qu'on règle les problèmes professionnels au travail, ce qui fait qu'on arrive chez soi bien plus détendu, on stresse pas son conjoint, on n'énerve pas ses enfants, et c'est comme ça qui fait que la vie est belle. Mais il y a tellement de choses qui sont pas résolues au travail, et donc on revient dans le métro avec tout ça, on repart le lendemain matin, on se demande pourquoi, et le système est extrêmement pervers parce qu'il nous achète par notre salaire, il nous achète par notre ticket restaurant, mais oui, mais moi je peux pas changer, je suis en souffrance au travail parce que j'ai mis mes enfants dans une école privée, parce que j'ai fait construire une maison et donc je peux pas bouger. Et pour moi, ce qui m'effraie, c'est que 25% des salariés de ce pays sont à 2 doigts du burn-out. Mais l'autre jour, j'étais chez Decathlon et l'un des dirigeants m'a dit: Antoine, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de burn-out au travail? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je veux changer ça. Donc, la réussite pour moi, c'est, alors évidemment, 0 burn-out, parce que ça serait une catastrophe pour moi. En tous les cas, pas dû au travail. Après, la vie privée est quelquefois difficile, la vie personnelle, et là, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais au moins que le cadre du travail soit bienveillant, rassurant, écoutant, et que les salariés soient vraiment eux-mêmes.
Et pour ça, pas besoin de baby-foot. Hein. Je fais juste une petite aparté parce que on nous oppose vraiment ces histoires de modèles avec. Donc là, on fait tellement souffrir les gens qu'on embauche des gens, des happiness chiefs, si j'ai bien compris. Je parle très peu anglais. Enfin, donc on pressure tout le monde et on crée des cocktails tous les soirs avec un baby-foot. Non, moi je crois qu'il faut arrêter le baby-foot et les cocktails et arrêter de presser tout le monde. On a le chic dans ce pays de créer toujours des déviations quand il y a un problème. Moi, je veux qu'on répare la route. Voilà. Quand la route est bloquée, arrêtons de créer des déviations, des ronds-points. On est champion du monde des ronds-points dans ce pays. Mais qu'on arrête ça et qu'on répare la route. Et moi, il y avait des gros problèmes dans cette entreprise. Je m'efforce de résoudre les problèmes en son cœur. Voilà. Et pas de créer des parades. Voilà. Mais c'est difficile. Hein, voilà. C'est une belle définition en tout cas. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou un moment de votre vie professionnelle où vous avez eu l'impression de vous rapprocher de cette réussite, vous l'avez touché du doigt, vous l'avez matérialisé? Ouais, l'autre jour j'étais à Pôle Emploi et ça partait très mal. J'ai appelé l'un des conseillers Pôle Emploi et j'ai dit voilà, j'aimerais recruter des auxiliaires de vie en zone rurale parce que maintenant on est en train de monter des équipes en zone rurale. Et le conseiller Pôle Emploi m'a dit ah non monsieur Blondel, écoutez, on se connaît pas, mais moi je veux plus vous recevoir en fait parce que les services à domicile vous êtes juste insupportables vu comment vous traitez les gens. J'ai dit, bah, écoutez, excusez-moi, je croyais que vous étiez payé avec mes impôts quand même, je suis quand même employeur. J'ai dit, est-ce que vous accepteriez de m'écouter 5 minutes et puis après vous jugerez évidemment. Donc il m'a écouté 5 minutes et il me dit, bah effectivement, vous prenez un modèle que je ne connaissais pas, ok, venez. Et donc il avait, je dis, bah, je vous invite à inviter le maximum d'auxiliaires de vie. Après elles décideront bien sûr. Donc il y avait 35 auxiliaires de vie qui sont venus pour m'écouter, qui étaient en poste dans d'autres structures. Et il y a une des auxiliaires de vie qui m'a beaucoup touché, qui est tombée en larmes, en me disant écoutez monsieur Blondel, ce que vous prenez c'est juste incroyable, j'en ai rêvé en fait, l'organisation, j'en ai rêvé. C'est tout ce qu'on souhaite en fait. Moi j'ai la vocation à faire ce métier, mais je ne veux plus le faire comme aujourd'hui. Je suis d'accord pour signer votre contrat de travail. Par contre, et j'ai adoré cette authenticité, cette simplicité, si vous êtes un escroc, je vous en colle une. Eh ben j'ai écouté, je vous embauche tout de suite alors. Je vous embauche tout de suite parce que elle me dit j'ai tellement souffert dans ce métier, on m'a tellement fait avaler de couleuvres que vraiment votre modèle est. Et ben là, j'avais vraiment l'impression parce qu'aujourd'hui, j'ai 11 équipes qui fonctionnent comme ça depuis 2 ans. Et donc, évidemment, tout de suite, je l'ai invité. J'ai écouté, maintenant, vous allez arrêter de m'écouter. Vous allez voir vos pairs. Vous allez voir les auxiliaires de vie qui travaillent en équipe autonome depuis 2 ans. Et vous jugerez si je suis un escroc ou pas. Et là, j'avais là vraiment l'impression d'avoir changé à minima cette vision du métier. Ouais. Et moi, j'étais fier, pas fier de moi, mais fier de ce qu'on a fait avec toute l'équipe encadrante depuis 3 ans, parce que ça a été un long chemin. Il a fallu que je débroussaille, j'élague. C'est un peu comme dans une forêt équatoriale. Hein. Vous faites le sentier, mais vous êtes la première ou le premier avec une serpe à tailler le sentier. Ça a été très très difficile depuis 3 ans, parce qu'on a changé le modèle. Tous les jours, encore ce matin, on m'a. Mais Monsieur Blondel, vous faites confiance aux auxiliaires de vie, mais et elles sont où vos procédures de contrôle? J'avais 12 procédures de contrôle dans cette entreprise, j'ai tout mis à la poubelle. Il s'est rien passé. Et tout cet argent investi dans les procédures de contrôle, je le remets sur le salaire des auxiliaires de vie. C'est tellement mieux. Alors bien sûr, on se fait escroquer quelquefois, ok. Bon, mais qu'est-ce qu'on vit mieux? De ne plus être dans le contrôle et d'être dans la confiance plutôt que cette défiance permanente. C'est incroyable. Plus personne fait confiance à personne. C'est affolant, c'est vraiment affolant. Alors évidemment, pour ça, il faut transparence, il faut aussi partage. Donc on partage le bénéfice dans cette entreprise, évidemment, parce que sinon ça tient pas. Ouais. Donc 33% du bénéfice revient aux salariés tous les ans. Ouais. Donc il faut qu'on réussisse ensemble. Et si on réussit moins, on a moins de partage de bénéfices. Si on réussit plus, génial. Voilà. Pas de primes. Moi, les primes, ce sont des carottes pour faire avancer les ânes. Ça marche pas. J'ai été 9 ans juge au prud'homme. En plus, ce cinéma de primes, de gestion, très souvent ça démotive parce que c'est une usine à gaz, ça coûte une fortune et
Ça n'a aucun sens, tout ça. Donc il n'y a plus aucune prime dans cette entreprise. Par contre, j'ai fait la promesse que s'il y avait de la richesse produite, on se la partageait. Et en fait, ça, c'est prendre les gens pour des adultes. Et tout le monde, aujourd'hui, a accès à tous les comptes en permanence. Et ok, génial, on va avoir du bénéfice cette année. Ah cette année, ça va être un peu plus dur, on va pas en avoir. C'est la vraie vie. Voilà. Sur un bateau, il y a des mers calmes et puis il y a des tempêtes. C'est comme ça. Voilà. En vous écoutant, j'imagine l'énergie qu'il faut pour faire bouger tout ça, faire bouger ces lignes. Vous vous êtes appuyé sur quoi ? Ouais, ma pile, je me suis posé cette question parce que j'ai l'impression d'être en mission, parce qu'il y a encore 6 ans, j'étais sur mon tracteur, donc c'est... je vais vous le dire parce que je l'ai identifié, c'est ma colère. Je ne supporte plus la façon dont on traite les auxiliaires de vie dans ce pays. C'est insupportable. Faire en sorte que ces gens travaillent de 8h à 20h, un week-end sur 2, à temps partiel, être payés au SMIC pour 900 € net par mois, quand on accompagne des gens en soins palliatifs avec toute la souffrance ou le handicap, Alexandre qui est tétraplégique, mais c'est insupportable. Et je suis en colère. Alors, quelquefois, la colère, je ne savais pas que la colère pouvait être générateur d'énergie, et on m'a fait comprendre que si, et moi je crois que je suis dans ce cas-là. Je suis en colère, mais j'essaye de maintenir ma colère pour parler gentiment malgré tout, et ça me booste tous les matins. Ouais. Ouais, ça donne une belle énergie, visiblement. Elle est palpable. Est-ce qu'il y a des comportements particuliers que vous attendez des personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit votre équipe rapprochée ou les auxiliaires de vie que vous embauchez ? On apprend beaucoup dans le monde de l'entreprise, je trouve. D'ailleurs, on parle de quotient intellectuel, l'intelligence du cerveau. Alors là, pas de problème. Là, je crois qu'on est bien formé à tout ça, parce qu'on a tout le monde passe son bac. Enfin, moi, je l'ai pas pour le coup, mais et je crois ce que j'attends de l'ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs, c'est l'intelligence du cœur. D'abord, j'ai appris qu'il y avait des neurones sur le cœur, comme il y en a sur l'intestin. Je suis pas du tout neurobiologiste, mais et beaucoup de gens ont un couvercle entre le cerveau et le cœur. Et moi, j'invite tout le monde à lever le couvercle. Alors, quand ça fait longtemps qu'il n'a pas été levé, ça fait un peu cocotte minute et ça éclabousse un peu. Mais j'ai vu des gens et moi le premier d'ailleurs, se libérer d'un fardeau. Je vais enfin dire ce que je ressens. Et ouais, c'est ça, c'est être soi-même et être en lien entre collègues dans une entreprise, c'est être en lien par le cœur. Être en lien avec le cerveau, ça fonctionne pas en fait. Et on le sait tous très bien. On peut avoir des conjoints dans sa vie conjugale. Si vous êtes en lien qu'avec le cerveau, avec votre conjoint, ça va pas durer très longtemps. Mais c'est pareil dans l'entreprise. Alors évidemment, chaque chose est mesurée dans l'entreprise. Et moi, j'invite tout le monde à parler avec le cœur. Et on fait pas de la réunionnite. On a supprimé les tables, on a éteint les téléphones portables, les ordinateurs portables. On se voit et on essaye de se mettre en lien avec le cœur. J'ai eu des choses incroyables dans mon équipe encadrante, parce qu'on a fait une équipe aussi encadrante, toujours sur un souci d'exemplarité, et des gens qui me disent je suis vraiment pas bien aujourd'hui, j'ai un problème personnel. Ok, on va pas plus loin, parce qu'après c'est de la curiosité mal placée, mais faire en sorte de comprendre que sa collègue de travail va mal ce matin, déjà l'avoir écouté, c'est déjà beaucoup. Prendre ça en considération et de revenir vers elle en disant en quoi je peux t'aider aujourd'hui pour que ça soit une belle journée. Cette histoire de bienveillance et d'écoute, qu'est-ce que ça fait du bien dans le monde de l'entreprise, et qu'on arrête de parler de tableau Excel, de PowerPoint, de productivité, de rentabilité. Bien sûr, tout ça, je fais tout ça avec zéro angélisme. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une vraie vie où moi, ici, à la tête de cette entreprise, je dois trouver 100 000 € pour payer les salaires et les charges sociales chaque mois. Donc c'est pas non plus le monde de oui. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir cette écoute et aussi d'oser montrer nos fragilités. Hier, j'étais pas bien, moi, avec mon équipe encadrant, je leur ai fait part. Et à la sortie de la réunion, 3-4 sont venus me voir en disant « Antoine, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous ?» quoi. Et en tant que dirigeant, finalement, il y a beaucoup de dirigeants qui souffrent, beaucoup de salariés qui souffrent, mais il y a aussi beaucoup de dirigeants qui souffrent, qui sont seuls face aux banquiers, voilà. Et là, je leur ai fait part de mes difficultés. Voilà.
quel bonheur d'avoir une équipe encadrante qui finalement vous soutienne dans ces moments-là. Qui prend soin de vous. Quoi. Qui prend soin de vous. On en est là. Exactement. Ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est pas si difficile. Hein. C'est juste qu'on a oublié un peu tous ces automatismes de relations humaines qui sont la base essentielle d'une vie en société. Cette écoute, cette bienveillance, ce temps, cet espace que vous donnez aux autres, vous avez toujours su faire ça? Vous avez... Non, j'ai pas toujours su faire ça, non. Il y a 6 ans, donc Marie-Claude qui m'accompagnait, je savais qu'elle avait participé à des vraies transformations dans des entreprises assez connues comme Kiabi, Decathlon, et j'ai dit, écoute Marie-Claude, je voudrais que tu viennes dans mon entreprise, on va changer l'organisation. Et Marie-Claude m'a dit, non Antoine, je viendrai pas. J'ai écouté, excuse-moi, je croyais que c'était moi qui payais la facture. Je croyais que quand on invitait une consultante et qu'on payait la facture. Et elle m'a dit, non, je vais pas venir, Antoine, parce que je vais pas participer à une mascarade. Voilà. Parce que tu vas faire croire à tes collaborateurs que t'es dans le lâcher-prise, dans le zéro contrôle, dans la confiance, et tu ne l'es pas du tout. Donc il faut que tu te transformes d'abord, et après peut-être on parlera de la transformation de l'organisation, mais moi j'ai une croyance, alors c'est peut-être une croyance, on ne transforme jamais une organisation plus loin que le dirigeant est transformé. Peut-être certains ne seront pas d'accord avec ça, mais moi j'ai vraiment cette intime conviction. Et donc j'ai suivi un parcours pendant 1 an où on m'a bien fait réfléchir. Quel dirigeant je veux être? Est-ce que ta place de parking est importante, Antoine? Est-ce que ton fauteuil en cuir d'1,50 m de haut est important? Parce que si c'est ça, alors je t'invite à continuer la pyramide hiérarchique, parce que c'est ce qui te réussira le mieux. Par contre, si tu veux transformer ton organisation, je t'invite à réfléchir à tout ça. Et donc j'ai suivi un parcours d'1 an et demi, avec 25 collègues, chefs d'entreprise et consultants d'ailleurs. Et ça a été révélateur pour moi, c'était un vrai choc de prendre conscience. Aussi d'apprendre à s'écouter soi-même. J'écoutais beaucoup les autres, avec toujours cette posture un peu un peu manque de confiance en soi. J'ai dit mais non, mais je suis pas à niveau, puis moi j'ai pas fait beaucoup d'études, et voilà, je trouvais toujours des gens qui étaient supérieurs à moi. Et c'est vrai, hein, de temps en temps, très souvent d'ailleurs. Et là, on m'a invité à me dire, écoute Antoine, c'est bien d'écouter les autres, mais je t'invite à t'écouter toi-même. Et qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? C'est quoi la réussite de ta vie? Et je veux être un dirigeant d'entreprise, mais pas dirigeant au terme de diriger. C'est accompagner, aider, écouter. Et ça, c'est... je kiffe grave chaque matin quand je me lève. C'est ça ma réussite. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Vraiment. On a tous en tête le nom d'une personne qui nous a inspirés, qui nous a impressionnés, on va dire, de manière favorable. Alors, c'est peut-être votre cas, sans forcément nous dire qui est cette personne. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle faisait de remarquable, ou ce qu'elle fait de remarquable? Mais sans aucun doute, c'est la personne Marie-Claude, qui m'a accompagné dans toute cette démarche, qui est une consultante qui est remarquable, qui a une capacité d'écoute, de bienveillance, d'exigence aussi, et c'est elle qui a su être à l'écoute, qui m'a sorti de mon tracteur, voilà, qui m'a dit Antoine, j'ai l'impression de voir un oiseau dans une boîte qui demande qu'à s'envoler, et j'ai juste fait en sorte de te faire voir la boîte et de l'ouvrir, mais c'est toi qui as fait le job de voler, et j'oublierai jamais cette personne, vraiment. Donc oui, il y a des gens qui comptent. On a tous des gens qui comptent dans notre vie. Après, il y a plein d'autres gens, mes parents. Mais elle a été vraiment extraordinaire. Elle est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre vie professionnelle? Ouais, j'ai un petit regret. C'est d'avoir pris conscience de tout ça à 45 ans seulement. Et le parcours que j'ai suivi sur vraiment la réflexion sur soi, j'invite tous les jeunes de 20-25 ans à suivre ce parcours, parce que quel dommage d'avoir passé 20 ans à ne pas avoir compris ça. Et j'ai appris que le parcours est maintenant destiné aussi aux jeunes qui rentrent dans la vie active. Et ouais, c'est un peu le regret que j'ai. Mais voilà, j'en ai pas souffert non plus, parce que je pensais pas qu'il existait un autre modèle de management, donc
Voilà, puis on est le reflet de son éducation, de ce que les parents nous ont transmis. Voilà, j'ai des parents formidables et voilà, je pas de regrets, mais en tous les cas, j'invite mes 2 enfants, je leur en parle souvent et je vais très rapidement les inscrire après ils jugeront de ce qu'ils voudront faire de leur vie parce que c'est leur vie, c'est pas la mienne, mais ouais, si je peux leur apporter ça, cette espèce de petite lumière en disant, vous savez, il existe de la lumière derrière la porte et je vous invite juste à ouvrir la porte. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Peut-être c'est le rôle des parents d'indiquer où se trouve la lumière, ou en tous les cas le bouton pour allumer la lumière. C'était justement ma prochaine question. Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez à des jeunes qui entreraient sur le marché du travail aujourd'hui ? Est-ce que ça serait ça, apprendre à te connaître avant de faire quoi que ce soit ? Peut-être, ouais. Mais là, pour le coup, moi, je fais partie d'une génération où on ne s'est pas trop posé toutes ces questions. Ouais. Je trouve la jeunesse actuelle très intelligente sur le sujet. Et ça me réjouit pour le pays, en fait. Dans sa recherche de sens, dans sa recherche de sens, moi je vois souvent, oui, mais les jeunes, ils veulent pas travailler. Alors, d'abord, moi je fais le constat qu'on est toujours la génération plus feignante que la précédente. Moi je travaille beaucoup, mais par rapport à mon grand-père, je suis un rigolo. Voilà, donc déjà, faut déjà qu'on prenne conscience de ça. Et ouais, je la trouve très pertinente, cette nouvelle jeunesse qui dit, nous on veut bien travailler, mais on veut juste savoir pourquoi. On veut un souci de transparence. Je suis pas très inquiet en fait. Je suis pas très inquiet. Donc je me garderai bien de donner des conseils parce que qui je suis pour donner des conseils, mais j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller en Australie avant même d'avoir terminé leurs études. Mais je trouve ça assez génial. Il y a l'ubérisation qui fait qu'on peut trouver des petits jobs assez rapidement avec son smartphone et finalement, ils demandent rien à personne. Moi, à mon époque, c'était pas comme ça et on n'avait pas le smartphone et il fallait trouver une cabine téléphonique qui fonctionne, ce qui n'était pas tout à fait pareil. Ça me prenait la journée. Voilà, et génial, hein, génial. Maintenant, peut-être à nous aussi de s'adapter à cette nouvelle génération, si on veut faire perdurer nos organisations. Il faut peut-être souvent on dit c'est aux jeunes de s'adapter. Oui, les jeunes vont s'adapter assez vite, je pense, mais aussi à nous d'adapter notre organisation. L'autre jour, je suis intervenu au MEDEF et j'étais pas rémunéré, donc je me suis permis de dire ce que je pensais. Et j'ai expliqué je me suis permis de dire aux patrons qui étaient devant moi, aux 450 patrons, de dire que la main-d'œuvre française était pas chère. Donc je me suis fait huer, évidemment. Et je vous explique pourquoi je dis ça, parce que avec le système pyramidal, on n'utilise que 10 à 15% des neurones de nos collaborateurs. Et moi, ici dans mon entreprise, avec cette nouvelle organisation où chacun peut innover, créer, se tromper, parce qu'on a décrété le droit à l'erreur aussi, j'utilise 80% des neurones de mes collaborateurs. Et en fait, non, la main-d'œuvre française, elle est pas chère du tout. Donc, il faut pas qu'on se trompe de cible. Et si tout le monde comprenait ça, je pense que mais on gagnerait 3-4 points de PIB, ça serait remarquable. Si les salariés avaient un taux d'engagement à 90%, mais là, on exploserait. Est-ce que dans la transformation de l'entreprise, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés sur le côté, des gens qui n'ont pas compris, des gens qui sont partis parce que c'était trop différent de ce qu'ils avaient connu ? Oui. Ouais. J'ai eu tous les cas. Et donc évidemment j'accepte, pas de problème. Moi je me résous pas à penser que les gens sont contre les responsabilités, l'innovation, la créativité. Je crois que quand on est à la maternité, on est plein de vie, d'envie, et que c'est un espèce de formatage par nos parents, par le système, qui fait que même l'autre jour, j'accompagne des jeunes en formation, et même à 20 ans, j'étais vraiment choqué de voir ces jeunes qui étaient déjà formatés avec la pyramide hiérarchique et qui n'ont pas encore travaillé de leur vie. Et là, j'en veux beaucoup et je me mets dedans, aux dirigeants et au système pour avoir formaté les gens. Oui, et puis j'ai des cas aussi où des auxiliaires de vie m'ont dit, j'en ai eu il y a pas très longtemps, une auxiliaire de vie, Sylvie, qui m'a dit, Monsieur Blondel, vraiment, merci. Grâce à votre organisation, vous m'avez fait prendre confiance en moi. J'ai compris que j'étais capable de faire de belles choses et des grandes choses. Alors, je vais quitter votre organisation et je vais me mettre à mon compte. Alors, c'est très dur pour moi en tant que dirigeant d'organisation, mais je trouve ça génial parce que c'est finalement... Vous aussi, vous avez libéré un oiseau de sa cage. Exactement. Ça fait partie. Exactement.
Et rien que pour ça, je suis très heureux. Voilà. On sent l'énergie. Vous parlez de votre colère qui vous donne de l'énergie. Comment vous faites pour la retrouver, pour vous reposer, pour vous ressourcer ? C'est mon double métier. Quand j'ai un peu de mal, parce que c'est très dur quelquefois, je vais faire mon tour de plaine pour voir mon blé, mes betteraves, mon lin textile, mon orge de printemps. Ça m'apaise. Je suis dans la nature. Je rencontre un chevreuil, des perdreaux, et voilà, c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé. J'ai beaucoup de chance, je reconnais, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir deux métiers. J'ai beaucoup de chance, mais là je le dois beaucoup à mes parents. Ok, j'ai eu cette chance et j'en profite. Enfin, vous l'avez provoqué aussi. Et je l'ai aussi provoqué. Vous n'êtes pas tombé dessus non plus. On a bien compris tout à fait, qu'il y avait un travail volontaire et personnel. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter, qu'on n'aurait pas abordé, qui vous paraît important ? Je pense que là, on parlait beaucoup des services à domicile, parce que moi, c'est ce qui me concerne, mais j'interviens de plus en plus dans des organisations diverses et variées, dans le commerce, dans l'industrie, et dans le cercle de mes amis qui souffrent au travail. Je suis tenté de dire, on a tous le droit de démissionner. Eh bien, démissionnons. Si vous pensez que votre organisation ne vous respecte pas, ne vous laissez pas enfermer, parce que très souvent on voit à court terme, si je démissionne, comment je vais finir les fins de mois, comment je vais payer ma traite de ma maison, comment je vais nourrir mes enfants. Mais moi je crois de moins en moins au hasard, et je me suis rendu compte qu'en fermant certaines portes qui étaient plutôt malveillantes, beaucoup d'autres portes bienveillantes s'ouvrent comme par magie. Et finalement, on trouve sa place, on est beaucoup plus respecté, et la vie est courte. Et c'est quoi alors je veux pas faire de philosophie, mais c'est quoi notre passage sur Terre ? Quel est le sens de tout ça ? Mais ça demande du courage. Et c'est pas si simple. Et je reconnais, c'est pas simple de changer de voix. En plus, on est dans une culture française où dès lors que vous avez un échec, vous êtes mis au banc des accusés, vous êtes un loser. Moi, j'étais aux États-Unis. Un chef d'entreprise un jour m'a dit je vais vous embaucher, mais quels ont été vos échecs dans votre vie ? Je dis moi j'en ai pas. Il me dit je vous embauche pas alors, parce que vous avez rien tenté. Voilà, c'est très cliché, mais c'est quand même ça la culture outre-Atlantique. Et en France, si vous avez tenté quelque chose et que vous êtes planté, vous êtes un loser. Non, faut qu'on change ça, quoi. La vie est faite d'échecs et de réussites, et l'important c'est pas de tomber, c'est de se relever. Voilà. Alors je donne de leçons à personne, tout ça c'est des gros clichés, mais je me répète ça aussi à moi de temps en temps, parce que je tomberai très vite dans le. Voilà. Et puis s'écouter soi-même. Je trouve que les gens aujourd'hui ne rêvent plus. Et très souvent, les gens qui viennent dans mon bureau en disant je voudrais être auxiliaire de vie, c'est quoi votre rêve ? L'autre jour, j'ai une auxiliaire de vie qui voulait absolument rentrer auxiliaire de vie. J'ai Séverine, c'est quoi votre rêve ? Elle me dit j'aurais rêvé d'être esthéticienne. Je dis faites esthéticienne alors. Qu'est-ce que vous venez faire dans mon bureau ? Qu'est-ce que vous venez faire dans mon bureau ? Oui, mais il faudrait que je travaille. Et puis maman, elle me dit qu'il faudrait que je travaille. Mais oui, mais maman, vous êtes grande, donc faites esthéticienne. Ah, vous croyez ? Oui, évidemment. Si c'est ça qui vous... La vie vous paraîtra facile, courte. Par contre, si vous faites un métier où... Je prends souvent l'image de la lampe d'Aladin. Je dis souvent à mes collaborateurs, si vous aviez une lampe d'Aladin, un vœu professionnel, vous avez le mage qui sort, et quel est votre vœu professionnel, toute difficulté écartée. Il faut des diplômes, ok. Vous avez envie de faire quoi ? Et il y a très peu de gens qui savent répondre à ça. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est dommage, parce que c'est votre vie, quoi. Mais on nous habille. Je trouve que l'éducation nationale, peut-être aussi, ça me pose beaucoup de questions en tant que parent, de ne pas représenter mon schéma à mes enfants, parce que la vie de mes enfants, c'est pas la mienne, et d'inviter les gens à s'écouter. C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et je pense que ça irait beaucoup, beaucoup mieux si tous les gens s'écoutaient soi-même, au lieu d'écouter les autres.
En plus, on est noyé d'informations aujourd'hui, donc on a la facilité, c'est d'écouter les autres. Si les autres font ça, c'est que ça doit être bien. Hein. Pas si simple. Voilà, mais je donne de leçons à personne. Vous donnez de leçons à personne, mais cet épisode est hyper inspirant. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous. Antoine Blondel. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!